changement d'habitude est toujours très difficile. Alix vient de lancer l'enregistrement. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On fait la petite intro qui va bien. Effectivement, quand on est en télétravail, il y a tout ce changement entre télétravail et présentiel, dans les locaux de l'entreprise ou dans un cowork. À chaque fois, c'est une autre organisation, d'autres habitudes. Donc, si on n'a pas une routine, qu'on essaye sur certains éléments d'amener sur chaque jour, on peut vite être perturbé. On parlait que l'humain était un animal qui aimait les liens sociaux. Il aime aussi être cadré et avoir des routines. Donc, c'est aussi important d'arriver à trouver des petits éléments qui vont vous rassurer dans votre routine au quotidien. Donc, ça, c'est important. Dans les difficultés liées au télétravail, il y en a effectivement plusieurs. On a déjà évoqué certaines. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, dans vos entreprises, pour celles qui le sont, vous avez une charte dédiée au télétravail? Il y a quelque chose qui a été pensé par l'entreprise ou pas? Je peux me permettre peut-être d'intervenir sur ça? Bien sûr. Alors nous, on a des recommandations, c'est-à-dire que des heures auxquelles on est censé être derrière nos bureaux. Rien n'est écrit, on va dire, mais ça a été discuté lors de réunions où, sans que ce soit une charte, on va dire, c'est une série de bonnes pratiques où, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, pour le bien de notre travail, le bien de nos clients et notre bien-être aussi, pour arriver à nous cadrer un petit peu. Et quelque chose que vous arrivez à suivre? Alors, je pense pas. On a des collègues qui ont décidé d'abandonner le télétravail et de revenir en présentiel parce que finalement, le télétravail, ils ne se retrouvaient pas dans ces bonnes pratiques, où ils n'arrivaient pas à bien les mettre en place, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, où ils se retrouvaient à faire encore plus d'heures, etc. Parce qu'on nous a dit d'être vigilants à ça. C'est vrai qu'on a été assez nombreux à commencer du coup le matin dès qu'on se levait, parce qu'on n'avait plus le temps de trajet, le ceci, cela. Donc oui, je pense que tout le monde y a trouvé son compte, même si on y a trouvé nos comptes de manière un peu différente, puisque certains ont diminué le télétravail, d'autres l'ont augmenté et d'autres l'ont parfois abandonné complètement. Ok, merci. Nous, sur ce point-là, on a des politiques de télétravail qui sont géographiques, donc par pays, qu'on a mis en place à l'issue du Covid, mais qui était nécessaire bien avant et sur lequel on avait déjà travaillé en amont. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que même en ayant mis du télétravail en place, comme le disait Anne-Sophie, on a des gens qui reviennent, des gens qui en demandent plus. Donc, en fait, les gens ne sont pas nécessairement beaucoup plus satisfaits dans ce contexte. Donc, ce sur quoi on essaie de travailler aujourd'hui, c'est plutôt sur des aspects de flexibilité et de laisser plus d'autonomie aux gens pour finalement, dans un cadre, réussir à permettre aux gens de travailler dans un contexte qui leur correspond. Ok, top. C'est vrai qu'alors, on a aujourd'hui quand même pas mal d'entreprises qui ont des chartes. D'autres ont des accords carrément pour pousser les choses beaucoup plus loin. Souvent, dans une charte, ce qu'on peut retrouver, c'est déjà les infos sur les jours de télétravail, les lieux où on peut télétravailler, les plages horaires et les règles de communication. Souvent, ça peut être aussi mis dans la charte. On peut aussi ajouter plein de choses dans une charte. L'idée est toujours de poser quand même et d'instaurer des cadres, des règles claires pour être sûr que tout le monde arrive à y adhérer. Et on a aussi le droit à la déconnexion, quelque chose qui existe, qui est entré en vigueur en 2017. C'est le fait que, en théorie, enfin, c'est même pas en théorie, puisque c'est la loi qui le demande, vous êtes censé, tout salarié est censé se déconnecter des outils professionnels et ne pas se brancher, se connecter en dehors des heures de travail habituelles. Du coup, quand on est en télétravail, on change aussi son rythme de travail. Des fois, il y en a qui vont être plus du matin, plus de l'après-midi, des fois d'autres plus du soir. Et donc, c'est comment on fait pour arriver à harmoniser ça, tout en essayant de respecter un droit à la déconnexion. Et comment on fait pour interagir aussi les uns avec les autres. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez un droit à la déconnexion et que vous travaillez en mode présentiel, ça va dire, je veux dire 9h, 18h, ok, 18h, tout le monde se déconnecte. Mais si vous avez quelqu'un qui fait du télétravail et qui peut-être télétravaille dans un autre pays et donc avec un décalage horaire et qui lui va vous envoyer des emails à 17, 18, 19, 20h, 21h, 22h, comment on est censé réagir à ça? Comment on est censé aussi
se laisser ou non submerger par le fait de recevoir des emails le soir, le week-end parfois aussi. Est-ce qu'on doit les regarder? Est-ce qu'on doit interagir? Est-ce qu'on doit faire quelque chose par rapport à ça? Donc ça des fois, c'est un questionnement qui doit être pensé aussi au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, et qui amène, qui soulève des questions, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc ça, c'est aussi important, ce côté droit à la déconnexion. Alors, il y avait le côté officiel, voilà, c'est bien droit à se déconnecter d'outils numériques professionnels, c'est la petite définition qui va bien. Mais l'objectif, voilà, d'une charte et du droit à la déconnexion, c'est de prémunir le côté hyperconnexion, parce qu'on sait bien, quand on est trop connecté à un moment donné, on n'est pas forcément efficace et on peut vite faire des erreurs. Instaurer des bonnes pratiques. Alors, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres. C'est-à-dire que alors nous, on travaille souvent sur un outil collaboratif qui s'appelle Slack en interne, et de temps en temps, quand j'ai une idée, je le pose dans le Slack, dans un groupe dédié du Slack. Et je sais que j'ai paramétré les Slack de l'ensemble des collaborateurs pour qu'au-delà d'une certaine heure, les gens ne reçoivent plus de notifications. Parce que sinon, moi, je suis capable à 2 heures du matin d'envoyer un truc parce que j'ai pensé à quelque chose, et hop, je le mets sur Slack, et je me dis, mais j'envoie quelque chose qui peut être brutal pour mes collègues, parce que eux, s'ils sont en soirée ou si eux aussi ils ne dorment pas, ils vont recevoir une notif sur leur téléphone ou leur ordinateur, et du coup, ils reçoivent quelque chose qu'ils n'ont pas sollicité. Donc ça, c'est aussi des petites choses des fois qu'il faut penser, se dire, tiens, est-ce que quand j'envoie un message, est-ce que je paramètre l'heure pour que la personne ne le reçoive pas à l'instant T où je l'envoie, mais en fonction des heures de bureau qui ont été définies, ou est-ce que je modifie aussi les notifications pour ne pas déranger. Donc il y a aussi ce genre de choses qu'il faut envisager. Améliorer la qualité des échanges entre les salariés et promouvoir les échanges directs. Toujours mieux de prendre son téléphone ou d'aller quand la personne est dans le bureau à côté. Mais quand on est en télétravail, il ne faut pas avoir peur du téléphone, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur du téléphone en télétravail, toujours peur de déranger. Et diminuer la surcharge informationnelle, cognitive et mentale, et éviter les présentéismes numériques et l'utilisation abusive des emails. Depuis le télétravail, on voit qu'il y a une explosion de l'utilisation des emails pour tout et pour rien. Et les chaînes, je pense qu'on fait tous partie de chaînes de discussion par email où à la fin, on se demande même pourquoi on est encore dans cette chaîne. Alors qu'en fait, juste un coup de téléphone entre 2 ou 3 protagonistes aurait pu suffire à régler l'échange, plutôt que d'envoyer mail sur mail sur mail sur mail. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut penser à faire. Je vais vous proposer un petit jeu, vous allez pouvoir réagir dans le chat. Une question, trois possibilités de réponse. Combien de cadres, selon vous, utilisent les outils numériques professionnels le soir et le week-end? Est-ce que c'est un cadre français sur 4? Est-ce que c'est 2 cadres français sur 3? Ou est-ce que c'est 3 cadres français sur 10? N'hésitez pas à me mettre les réponses dans le chat. Du coup, je vais regarder le chat, parce que j'avais été dans le chat. Alors, 2, 1, 3. J'ai un peu de tout, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Alors, la bonne réponse est la réponse numéro 2. Effectivement, c'est 2 cadres français sur 3 qui se connectent le soir et le week-end. Alors, quand je demande pourquoi, souvent les gens me disent, en fait, je prépare la réunion du lendemain, ou je recheck vite fait mes emails pour savoir ce que je dois faire demain. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais ça arrive très souvent qu'on ait ce genre de réaction, genre, je prépare ma semaine. C'est-à-dire, tiens, en quoi on a besoin potentiellement le week-end ou le dimanche soir de se couper de ce moment off pour préparer la semaine. Pourquoi on n'arriverait pas à organiser justement le lundi matin 30 ou 40 minutes qui pourraient servir à la préparation de la semaine? C'est-à-dire que c'est les trajets, quand on est en télétravail, le trajet qu'on ne fait plus, potentiellement 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie, peu importe, et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de ce temps de trajet qu'on ne fait plus quand on est en télétravail, de le garder pour préparer la semaine, plutôt que d'ouvrir son écran le week-end. Alors, je dis ça, je suis la première à ouvrir mon écran le week-end. Donc, cordonnier étant toujours le plus mal chaussé, je dois l'avouer. Une autre petite question, pareil, combien d'entreprises, selon vous, ont créé une charte de bonne pratique? Une charte de télétravail, le droit à des ronds, toutes ces chartes pour mieux vivre ensemble, présentiel et distanciel. Est-ce que c'est 1, 23%, 2, 36% ou 3, 52%?
Alors, là, a priori... Non, on a toujours un peu 1, 2, 1, 2, ok. Et ben, la bonne réponse, c'est malheureusement la réponse numéro 1. Et ça veut dire 23% à peine des entreprises ont mis en place une charte graphique ou plus, une charte graphique, une charte de bonne pratique concernant le télétravail et le droit à la déconnexion. Donc, il y a encore des choses qui sont à améliorer là-dessus. Donc, si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, n'hésitez pas à communiquer dessus, ça peut être pas mal. Et puis, même si on est tout seul, si on est indépendant, on peut aussi se créer sa propre charte de bonne pratique. On peut s'afficher au mur pour essayer de se cadrer et de se dire, bah, tiens, quand on fait le bilan de la journée ou de la semaine, se dire, tiens, est-ce que j'ai respecté ma propre charte? Qu'est-ce que j'ai fait pour la respecter? À quel moment je ne l'ai pas respectée? Pourquoi je ne l'ai pas respectée? Et comment je peux faire la fois prochaine pour essayer de la respecter? Donc, ça peut être aussi intéressant d'essayer de s'auto-cadrer, même quand on travaille tout seul. Du coup, je vois l'ombre de Frédéric, mais c'est tout ce que je vois, je vous tâche de voir. Frédéric nous a rejoint. Troisième jeu que je vous propose, combien d'entreprises ont mis en place des règles de non-utilisation des outils numériques? C'est-à-dire dans le fait de ne pas envoyer d'email après les heures de bureau, de côté courtoisie, ce genre de choses. Est-ce que c'est 3%, 7% ou 43% selon vous? Alors là, on a une majorité de 1. Du coup, vous avez décidé de tout cette défaitiste. Personne n'est optimiste. Un petit 2 qui vient d'arriver en disant, oh, quand même. Eh bien, la bonne réponse est effectivement 16%. Alors, 3, ça aurait pu être bon, mais on est quand même à 7. C'est pas oufissime non plus. Dans l'idée, ça va être d'interdire l'accès à des serveurs après une certaine heure, d'interdire l'envoi d'emails au-delà des heures de bureau. Ça peut être tout ça, hein, les règles de non-utilisation. Des fois, c'est possible et des fois, c'est pas forcément possible. Là, si on devait essayer justement de trouver des moyens d'essayer de respecter ce droit à la déconnexion, c'est-à-dire d'arriver à poser une limite sur le travail. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée pour poser un cadre, poser une limite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre quotidien? Je vous demande de réfléchir, c'est pas cool. Sur l'heure de midi, en plus. On est content. Qui veut participer? Pas d'idée? C'est dur, hein. Il peut y en avoir plein. Allez, je suis sympa, je vous les affiche. Donc, on a l'interdiction de connexion sur certaines plages horaires. Donc, ça marche assez bien généralement. Alors, il faut déjà avoir des serveurs qui vont avoir la structure de l'entreprise qui le permet. Mais c'est aussi, si on s'est mis sa propre charte, hein, c'est-à-dire au-delà d'une certaine heure, je n'envoie pas d'email. Ou alors, si exceptionnellement j'envoie un email, mon interlocuteur ne le reçoit pas pendant à ce moment-là, il le reçoit pendant ses heures de travail. C'est-à-dire que si vous décidez d'envoyer un email pendant le week-end, l'interlocuteur, lui, ne le recevra que le lundi matin à 9h. Ça peut être ça. C'est-à-dire que, OK, vous avez pris la décision de travailler pendant le week-end, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit importuner la personne à qui on écrit pour qu'elle reçoive des notifs ou autres pour lui dire que vous lui écrivez pendant le week-end. On dit toujours, elle n'est pas obligée de regarder, elle n'est pas obligée de répondre. Parce qu'en fait, il y a toujours un côté un peu angoissant de se dire, ouais, mais j'ai reçu un email, est-ce que je dois y répondre? Si je réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Si je réponds, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mal vu si je le fais ou si je le fais pas? On a toujours des personnes qui se posent beaucoup de questions. Donc, le plus simple, c'est de les aider à pas se poser ce genre de questions. Donc, les consignes de ne pas répondre aux mails ou appels en dehors des heures habituelles de travail, on l'a vu. Paramétrer le gestionnaire d'absence de messagerie. Quand on n'est pas là, c'est ultra important d'indiquer qui on contacte en cas d'urgence. Le courrier, donc l'email différé, c'est ce que je vous parlais, de l'envoyer à des heures plus classiques. Laisser les outils de communication fonctionnels sur leur lieu de travail selon certaines conditions. Alors, effectivement, si vous travaillez à la fois de chez vous et à la fois au bureau, si vous laissez l'ordi au bureau, c'est un peu gênant pour travailler de chez vous. Mais sinon, le soir, c'est se dire, tiens, quand j'ai fini ma journée de travail et que je suis à la maison, c'est de ranger mon ordinateur potentiellement dans un tiroir ou dans un placard. Se dire, je le vois plus. L'objet de mon travail n'est plus visible et c'est ce qui va me permettre de me concentrer sur d'autres choses. Ça aussi, ça peut être intéressant. En entreprise, on peut organiser des formations, on peut sensibiliser, on peut former les équipes, les managers, le service informatique. On peut beaucoup sensibiliser sur le fait de ne pas, je parlais des chaînes tout à l'heure, de ne pas mettre tout le monde en copie ou en copie cachée pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes en entreprise qui disaient, oui, mais comme je ne savais pas qui était responsable de tel dossier ou tel projet, du coup, j'ai mis tout le service. Appelle
passe juste un coup de fil pour savoir qui est en charge de ce dossier, pour être sûr que tu ne vas pas importuner tout le monde. Parce que sinon, tu pourrais être des emails une boîte mail remplie, on ne sait plus quoi en faire. C'est aussi former pendant l'entretien annuel d'évaluation, par exemple, savoir comment ça se passe en télétravail, est-ce que les gens sont bien équipés, est-ce que les gens arrivent à se déconnecter, est-ce que les gens arrivent à s'organiser, est-ce qu'ils arrivent à être efficaces en télétravail. Et donc, c'est derrière se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner et pour aider les collaborateurs à être encore plus efficaces. Donc, l'entretien annuel d'évaluation peut vraiment aider là-dessus aussi. Le service informatique, il peut faire aussi des enquêtes pour voir un petit peu toute la partie volumétrie des emails envoyés ou reçus dans la boîte mail pour voir aussi leur impact. Hormis le côté impact écologique, il y a aussi l'impact simplement sur sur la personne qui reçoit tous ces emails, parce qu'à chaque fois, c'est peut-être une notification, un petit bing dans la messagerie, alors qu'on est en train d'être concentré sur un autre dossier et on reçoit plein de notifs comme ça pour dire qu'on reçoit des emails, donc ça peut être aussi un peu déstabilisant. Oups, j'étais trop vite. Quid de l'équipement, c'est aussi un truc que je voulais aborder avec vous. J'ai pris l'info sur Edenred. Aujourd'hui, vous avez une autorisation les télétravailleurs doivent disposer d'un équipement adapté pour exercer donc leur télétravail. Et en fait, l'entreprise perçoit une aide, une allocation versée. Donc ça, vous avez les infos sur le site de l'URSSAF qui indique exactement quels sont les outils, le matériel qui peut être pris en charge, enfin en tout cas sur lequel l'entreprise ne paye pas de charge. Et l'entreprise est exonérée à hauteur de 550 € de charges sur l'achat de certains équipements. Et sur le site de l'URSSAF, vous avez la liste de tous les équipements qui peuvent être pris en charge par l'entreprise. Ça, selon quand on est salarié, ça peut être intéressant de se dire, tiens, je pourrais peut-être aller en parler à mon service RH pour voir quels sont les outils qui peuvent être pris en charge. Ça peut être le clavier ergonomique, le fauteuil ergonomique, une bonne lampe aussi. Ça peut être pris en charge pour être bien éclairé quand on travaille de la maison. Le double écran, voilà, tout ce genre de choses peut être pris et donc ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus pour savoir qu'est-ce qui, plutôt que ce soit nous qui achetions le matériel, comment l'entreprise peut aussi nous accompagner là-dessus. Je sais pour avoir fait des webinaires sur le sujet dans plein d'entreprises que beaucoup avaient acheté eux-mêmes le matériel et n'osaient pas aller en parler au service RH, alors qu'en fait c'est tout à fait normal puisque vous continuez à travailler pour l'entreprise, même si c'est depuis chez vous. Donc, toujours information prise sur le site d'Edenred. L'employeur n'a pas l'obligation de fournir de matériel à son salarié, mais par contre, il doit s'assurer que son salarié peut travailler dans des conditions similaires à celles des salariés en présentiel. C'est un peu le côté paradoxe de la loi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vous acheter de matériel, mais on doit faire en sorte que vous soyez bien équipé. Donc, on prend et on jette un petit peu des deux. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter d'aller négocier avec votre service RH quand c'est nécessaire. Management et télétravail, partie intéressante. Comment on va pouvoir faire évoluer un peu les bonnes pratiques de télétravail. Comme on le fait d'ici 2030, donc c'est après 50% des emplois vont faire en télétravail. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui proposent des emplois comme ça en 100% à distance, en full remote. Les outils digitaux facilitent aussi ce genre de choses. La seule difficulté, c'est que il faut aussi être à l'aise dans cette idée de manager des personnes qui sont parfois en présentiel ou parfois pas, ou des personnes qui sont 100% en distance, que l'on ne verra peut-être jamais en vrai, mais uniquement par caméra interposée. Donc, c'est comment arriver à avoir un bon équilibre de tout ça, comment arriver à créer de la cohésion avec les équipes, comment arriver à recruter et à intégrer une personne qui arrive et qui est en 100% télétravail, et comment arriver à faire travailler aussi toutes ces générations ensemble, parce que tout le monde ne perçoit pas le télétravail de la même manière. Vous avez beaucoup de personnes qui vont apprécier le télétravail quand c'est mixé avec du présentiel, parce que toujours pour ce côté relation, cohésion, esprit d'équipe et lien social. Et puis, vous avez des générations qui n'ont pas connu le présentiel dans l'entreprise, qui démarrent une carrière, qui ont connu que du télétravail, et qui sont très bien en télétravail, et qui n'ont pas du tout envie d'avoir ces inconvénients du présentiel, du temps de transport, des équipes, ce genre de choses. Donc, c'est comment arriver à marier tout ce petit monde ensemble. Ce qui peut être bloquant sur le télétravail, c'est le fait d'avoir un manager qui fait confiance.
Ça, c'est une des premières choses. C'est-à-dire que quand vous avez un manager en face de vous qui n'a pas confiance en vous, qui est toujours dans le contrôle, ça va être assez compliqué effectivement de prendre un peu de distance dans le télétravail parce que la personne sera toujours soit en train de vous téléphoner, soit en train de vous envoyer des emails ou des messages pour savoir où vous en êtes, ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas connecté après 2 minutes au démarrage telle vidéo, pourquoi vous ne mettez pas votre caméra. Voilà, donc ça c'est clairement quelque chose qui est aussi essentiel, d'accompagner le manager en disant tu peux avoir confiance, les gens vont travailler, même s'ils sont de chez eux, ils vont travailler. C'était un peu le retour qu'on a eu avec toutes ces années où il fallait montrer qu'on était présent dans l'entreprise, alors qu'en fait aujourd'hui, voilà, ce côté présentéisme, heureusement, est quand même de moins en moins important. Le point de blocage du télétravail, c'est aussi quand on se dit que oui, comme les gens vont moins échanger, moins discuter entre eux, et comment on fait effectivement pour recréer du lien. On a tous participé à des discussions autour de la machine à café, pendant la pause déj, où d'un coup, on parlait d'un dossier, d'un projet, on a trouvé une solution, on a trouvé une idée, et ça permet de rebondir et de faire revivre le travail autrement. Et là, c'est la même chose quand on est en télétravail. On n'a pas ce brainstorming H24, ce brainstorming important qu'on peut trouver dans l'entreprise. Et donc, c'est comment arriver à, malgré tout, arriver à le développer et à le faire perdurer avec des personnes qui vont être du coup à distance. Et l'autre point de blocage du télétravail, c'est le côté acquis social qui va être discriminant parce que tous les métiers ne vont pas pouvoir être vont pas pouvoir faire du télétravail. Et les métiers qui nécessitent d'être en présentiel, si vous dites demain à une hôtesse d'accueil qu'elle elle fait du télétravail, c'est pas logique. Elle est là pour accueillir les gens qui viennent dans l'entreprise, pour accueillir des clients et des fournisseurs. Il y a plein de métiers comme ça où dans la logistique, on ne peut pas faire de télétravail. Et potentiellement, ça va créer des distorsions et de la discrimination parce que beaucoup vont vouloir se reconvertir vers des métiers qui peuvent être faits en télétravail. Et c'est se dire maintenant, qu'est-ce que je peux, entre guillemets, offrir ou quel avantage je peux donner à des personnes qui, elles, ne peuvent pas bénéficier du télétravail de l'entreprise par rapport à d'autres qui gagnent en temps de trajet, gagnent en déplacement, gagnent en qualité de vie, gagnent en plein de choses. Ces personnes à qui je ne peux pas l'offrir, est-ce que j'ai prévu une contrepartie, qu'elle soit humaine, financière, peu importe, qu'est-ce que je peux offrir à ces gens qui ne vont pas pouvoir faire de télétravail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important de poser et de s'interroger en se disant, OK, dans une entreprise, on n'est pas tous égaux. Et donc, comment je fais pour essayer d'améliorer ça? Quelques bonnes pratiques justement pour manager à distance. Est-ce que vous en connaissez? Alors, j'en ai déjà cité quelques-unes. On avait cité le fait de faire confiance. Est-ce que vous avez des techniques, vous, particulières pour y arriver? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà un peu adeptes du… on a Frédéric qui est arrivé. Alors après, j'ai Lombard Platé, mais je n'ai pas le prénom. N'hésitez pas à participer et à ouvrir vos micros si vous souhaitez nous partager des bonnes pratiques de télétravail, de management en télétravail. Comment vous faites? Frédéric nous dit un rendez-vous visio hebdo minimum. OK. Alors, ça soulève des questions. J'ai envie de poser, est-ce que c'est vous qui déterminez le jour et l'heure du rendez-vous visio? Jour et heure fixe. OK. Chaque semaine, c'est fixé, à telle heure. OK. Et ça suffit, j'imagine, pour prendre le pouls, s'assurer que tout va bien. On peut parler ou pas? Oui, bien sûr. D'accord, parce que c'était beaucoup sur le chat. Donc, désolé, je suis arrivé tardivement. En fait, j'ai eu l'information de cette conférence qu'il n'y a que 2 jours. Est-ce que j'ai raté un truc ou Au pire, il y aura le Alice, elle a replay. coupé son micro. C'est pas grave, Ouais. on en parlera après. C'est pas… oui, moi, j'ai managé des gens à distance parce que j'étais moi-même en télétravail. Donc, ils étaient eux au bureau ou eux-mêmes en télétravail. Bref, on était tous un peu nomades. Et effectivement, l'idée d'un jour et d'une heure fixe incompressible, ça donne un point de rendez-vous, un point d'ancrage, un point d'attache. Et voilà, ça garde le lien. Parce que si on se dit, bon, OK, on se parle la semaine prochaine, bon, je te contacte pour faire une visio, mais en fait, ça ne marche pas. On a tous des gros plannings, donc heure et jour fixe, ça m'avait permis de garder le lien avec les équipes, en fait. Ouais, j'avoue que c'est ultra important. C'est le côté routine, hein, j'en parlais au début, trouver quelque chose qui va
qui va devenir une routine, et effectivement, ce rendez-vous visio peut être important. Si on est indépendant, ce que fait Frédéric est tout à fait faisable. Il suffit qu'on se trouve un autre indépendant, un partenaire, un ami ou quoi que ce soit, une personne de son réseau avec qui on peut faire ce rendez-vous. Moi, je connais beaucoup d'indépendants qui font la même activité et qui, du coup, avec leurs confrères, s'appellent ou se font une visio. Alors, ils ne font pas forcément que 2, des fois, ils sont 3, 4, 5. Et c'est juste d'avoir un point visio avec des gens qui font le même métier, juste pour dire, OK, là, on est 5 freelances ensemble. Comment s'est passée ta semaine? Et c'est aussi un peu se motiver, se challenger. On avait défini des objectifs pour chacun. Est-ce que tu y es arrivé ou pas? Quels ont été tes freins? Donc, il y a un petit côté mentoring et coaching et accompagnement entre indépendants qui peut être intéressant aussi à mettre en place. Donc, ça marche côté salarié, et côté indépendant aussi, ça peut le faire. Merci Frédéric. Je vous en prie. Donc là, je vous en partage, j'en ai une dizaine en tout. Il y a on parlait du côté savoir faire confiance, cultiver l'esprit d'équipe. C'est toujours important. Donc, pareil, c'est le fait de programmer des réunions d'équipe à heure fixe aussi pour instaurer un peu un rituel qui va être rassurant pour l'entreprise. Être disponible pour ses employés, oui, l'idée, ça va être aussi d'accompagner le collaborateur. Donc, c'est de pouvoir répondre rapidement quand il y a une demande, un besoin du collaborateur. Poser aussi des limites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus disponible H24 pour les collaborateurs. C'est de se dire, tiens, si vous avez des questions tous les matins, je ne sais pas moi, de 9 à 10, je suis dispo pour discuter s'il y a une problématique X ou Y. Et donc, mettre aussi un cadre dans la disponibilité avec les équipes. Être attentif et à l'écoute, parce on peut tous rencontrer des difficultés quand on est à distance, entre les enfants à la maison, des problèmes personnels, donc ça aussi, c'est des choses qui arrivent, c'est tout à fait normal. Et l'idée, ça va être aussi de se dire, tiens, quand on fait des points, on écoute et on regarde, on fait aussi attention au non-verbal, on fait en sorte d'avoir les caméras du coup, et te dire, OK, est-ce que ça va? On peut aussi aborder des points perso, est-ce que tu n'as pas de soucis personnels, est-ce que tu arrives à t'organiser? Donc, et en fonction de ce que dit la personne, de comment elle le dit aussi, il faut être aussi attentif au vocabulaire. Ça peut donner des signaux qui sont des signaux faibles et qui vont devenir des signaux forts pour s'assurer que la personne n'est pas en train de déprimer dans son coin. Donc, compenser les dépenses liées au télétravail, on l'a vu tout à l'heure avec la loi qui existe, qui permet de se faire rembourser ou la prise en charge peut être faite par l'entreprise pour les équipements, notamment le matériel informatique. Donc, ça aussi, c'est important. Je sais que dans certains accords de télétravail, il est aussi mis en place un défraiement pour les frais Internet, les frais téléphoniques, les frais d'électricité quand les personnes sont en télétravail ou en full remote. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise et en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on peut intervenir. Instaurer une routine de travail, l'idée, ça va être de se dire, OK, je m'habille quand je suis en télétravail, c'est important. Et je sais que c'est un problème. Hier, j'étais dans une école pour une table ronde avec des DRH. On avait notamment le DRH de chez Mazars. Et effectivement, elle disait, c'est fou, mais à un moment donné, on est obligé de leur rappeler qu'ils doivent mettre la caméra et qu'ils doivent s'habiller. Parce que de temps en temps, quand ils ouvrent leur caméra, en fait, ils sont allongés sur leur lit. Je dis, quand même, et même chez Mazars, ils ont ce problème parfois quand les gens sont en télétravail de pas forcément être en tenue professionnelle. Oui, tu travailles de chez toi, mais il faut quand même avoir une tenue, il faut te mettre un peu c'est le côté être dans un mood qui est aussi très important. Alix nous dit, l'énergie va clairement devenir un problème, je veux dire les dépenses énergétiques. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est... Et Jennifer me dit, j'ai déjà vécu un client en caleçon. Ça va être compliqué là quand même. Mais ouais, et se dire qu'à un moment donné, on en oublie en fait que quand on est à la maison, alors on peut avoir une tenue qui s'appelle une tenue décontracte, mais voilà, effectivement, le caleçon, pantalon, t-shirt, chemise, pull est quand même de rigueur pour l'image, pour la motivation. C'est quand même difficile de rester motivé quand on traîne la journée en caleçon. Enfin, à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc ça, ça fait partie d'une routine, c'est-à-dire je me lève, je me lave, je m'habille, et même si c'est avec un petit décalage en termes d'horaire, mais il faut que je suis en condition de travail. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Une autre chose qui est importante dans la routine de travail et qu'on a tendance à oublier, c'est la pause.
Et oui, c'est aussi important de faire des pauses quand on est en télétravail. Souvent, on va avoir tendance à vouloir faire beaucoup de choses et à vouloir enchaîner missions, actions les unes après les autres. Sauf qu'à un moment donné, il faut se dire, bah, tiens, je vais me faire une pause, je vais me faire un café. Et là où souvent, quand on était au bureau, ben, on avait l'habitude de bouger un petit peu. C'est-à-dire que déjà, il y a le trajet, on va marcher jusqu'au bureau, on va monter les escaliers, on va prendre l'ascenseur, l'escalator, peu importe. Et puis, ben, quand on va aller voir un collègue, on va bouger, on va marcher, on va aller à la machine à café, on va bouger encore, on va aller déjeuner avec des collègues, on va bouger. Quand on est à la maison, ben, on bouge moins. Alors, là, souvent, on dit, bah si, parce que moi, je me lève pour aller faire les lessives, aller chercher les enfants. Ouais, mais on bouge quand même un petit peu moins. Et donc, beaucoup, quand ils sont à la pause café, ils vont juste attendre le bras pour aller chercher le mug de café. Et en fait, on prend son café et on continue à travailler. Et je vois beaucoup en télétravail qui n'arrivent pas non plus à s'arrêter pour déjeuner. Je mange sur le pouce, j'ai pas de temps, il faut que j'avance sur mon dossier. Oui, mais tu aurais été au travail, tu aurais pris ton temps pour aller déjeuner avec les collègues. Et donc, la pause, que ce soit la pause café, thé, ce que vous voulez, ou la pause déj, elles sont ultra importantes et ça doit faire partie d'une routine. C'est-à-dire que vous devez aussi arriver à vous cadrer avec des horaires en disant, bah, je sais pas, moi, ma pause, c'est de 13 à 14 heures. Et c'est à ce moment-là que je me fais ma pause. Je ferme mon ordi, comme ça, je regarde pas mes notifs pendant que je mange. Et ben, je vais me préparer à manger, me faire un bon petit repas, regarder, je sais pas, s'il y a un feuilleton que j'aime bien sur Netflix, à la rigueur, je me fais un épisode Netflix, une émission à la télé, peu importe. Mais l'idée, c'est de me déconnecter de l'ordi. Alors, bon, les allumettes télé, je suis toujours sur un écran, mais en tout cas, d'essayer de me déconnecter de l'ordi pour pas regarder ni mes notifs Insta, LinkedIn ou quoi que ce soit. On doit sortir de tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre de vous déconnecter aussi intellectuellement du travail, de vous ressourcer pour être mieux préparé et avoir plus encore d'énergie pour l'après, pour retourner après travailler. S'entourer des bons outils, ben ça, je pense que je le dirai jamais assez, que ce soit en présentiel ou à distanciel, c'est très important. Ok, l'ordi, c'est cool, mais peut-être qu'on a besoin d'un double écran. Il faut se dire que peut-être que si on a des problèmes de vue, bah, c'est aussi c'est aussi des choses à prendre en considération, d'être dans une pièce où on est bien éclairé. Ça aussi, c'est important, d'être bien équipé en webcam, en casque audio. Donc, on va faire des visios. Si on passe des journées en visio avec des clients, bah, il faut que ce soit aussi de qualité. La souris, le clavier ergonomique, penser peut-être aussi tout le syndrome du canal carpien, on est toujours en train de taper. Donc, pareil, on se fait des petites pauses, on peut se faire des petits massages aussi. Je vous en parlerai après, tous les petits exercices qu'on peut faire quand on travaille de la maison. Tout ça pour arriver à faire des petites routines, des petites organisations pour prendre soin de soi, pour que ce soit le plus efficace possible. Sécurité de vos données personnelles et professionnelles, pourquoi pas un VPN. La connexion Wi-Fi, importante forcément. Quand je pars quelque part, je vérifie toujours la connexion Wi-Fi. Faire des sauvegardes régulièrement, créer des mots de passe qui sont forts, ne pas ouvrir des emails qui sont suspects. Alors après, on a souvent l'accompagnement du service informatique, mais voilà, même à la maison, c'est important. Quand on se dit, bah tiens, non, même si c'est sur le même ordinateur, mais là, c'est pour naviguer d'un point de vue perso, ouais, mais il y a quand même toujours un risque de piratage. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont importantes, auxquelles il faut penser. Structurer son activité professionnelle, c'est le fait d'arriver à planifier votre emploi du temps. Et quand vous allez planifier votre emploi du temps, c'est planifier aussi vos heures de pause. Je vais vous parler des pauses très souvent, vous allez voir, mais parce que c'est vraiment important et que les 3/4 du temps, les gens oublient de faire des pauses. Le cordonnier étant toujours le plus mal chaussé, je suis la première à ne pas faire de pause. Du coup, moi, je travaille de la maison avec mon mari. En fait, on travaille ensemble dans la même boîte. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand c'est l'heure du déj, il vient me chercher par la pause des fesses en me disant, Mélie, on va manger là maintenant. Et puis, il me prévient, j'ai droit aux relances toutes les 5-10 minutes pour me dire, ah Mélie, on passe à table, parce que sinon, je ne m'arrêterai pas. Donc, voilà, c'est aussi important. Et si on est comme ça, si on sait qu'on est comme ça, d'avoir soit une personne qui va vous sortir de ça, de mettre un rappel sur le téléphone, de demander peut-être à un pote de temps en temps de nous appeler pour nous pousser aux fesses à aller déjeuner. Voilà, on peut aussi s'entourer de personnes qui vont nous aider à créer des routines. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Savoir déconnecter, ça on en reparlera tout à l'heure aussi sur comment arriver à créer une petite routine qui nous aide à nous déconnecter. Et ça, c'est important.
l'idée d'arriver à couper et de plus à penser à son travail quand on travaille de chez soi et que c'est le soir et qu'on fait autre chose derrière, que c'est la vie perso qui reprend le dessus, c'est comment on arrive à ne plus y penser. Donc ça, c'est important. Un élément que je voulais aborder avec vous aussi, c'était la communication non violente, qui est importante, d'autant plus quand on travaille en télétravail. On n'y pense pas toujours. Alors, quand on travaille de base, la communication non violente est importante, mais encore plus quand on travaille en télétravail, parce qu'en fait, on se rend compte que la manière de communiquer passe énormément par les écrits. Et à un moment donné, c'est de se dire, est-ce que des fois, on pense à relire ce qu'on est en train d'écrire, et est-ce qu'on pense dans quel état on était au moment où on a écrit l'email. Souvent, quand j'interroge sur les emails, je demande toujours aux gens, est-ce qu'il y a un mot dans un email que vous détestez, qui vous met en rogne? Je vois Marie sourire et Jennifer prête à l'action. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Je n'ai pas reçu tel truc. Et les points d'exclamation. Chose qu'on ne te dirait jamais si tu étais dans le bureau d'à côté. Non. Enfin, en effet. Et les points d'exclamation, ça c'est même. Quand il y en a trop. Bah, même un seul. D'accord. Sauf si c'est pour me dire joyeux anniversaire, mais c'est tout. Non, il t'a projeté. Ok. Marie? Moi, c'est la tournure de phrase merci de. Je trouve très agressive et je déteste ça. Donc, évidemment, je n'utilise jamais, mais je trouve ça assez violent de recevoir ce genre de demande. Voilà. Et pourtant, c'est très utilisé et parfois, ce n'est pas du tout dit de manière agressive, mais en tout cas, moi, je le reçois toujours très mal. Eh ben, je te rassure, la plupart des gens le reçoivent très, très mal, ce merci de, merci d'avance. Parce qu'en fait, c'est pareil, il y a une injonction qui se cache derrière. Où, en fait, on te demande de faire quelque chose. On exige en fait que tu le fasses. On est déjà en train de te remercier pour quelque chose que tu n'as peut-être pas envie de faire. Mais comme on est déjà en train de te remercier, en fait, on t'incite à le faire. Donc, c'est effectivement une tournure de phrase. C'est soit on la déteste. La dernière fois que j'avais fait pour un grand groupe une formation de télétravail, 3/4 me disent « Oh, je déteste ce merci de ». Sauf que dans la même équipe, il y avait quelqu'un qui dit « Oh, je suis désolée, moi je l'utilise tout le temps ». Et la personne ne le voyait pas de la même manière, ce merci de. Elle disait « Bah non, au contraire, je voulais remercier la personne parce que je sais qu'elle va le faire ». Et c'était drôle d'un coup de voir les deux, entre le premier qui tout de suite a dit « Alors moi je déteste ce mot ». Et l'autre qui disait « Ah ben mince, moi je l'utilise ». Et de se dire « Ok, comment on peut faire pour essayer d'améliorer ça ?» Et ça peut faire partie aussi d'une formation, d'un échange avec les équipes, que ce soit en formation ou autre, se dire, bah, tiens, est-ce que quand on écrit quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, éviter certains me disaient, les emails où on ne met même pas un bonjour et c'est tout de suite, je prends l'exemple de Jennifer, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le dernier compte rendu de la réunion truc muche, ok, super, bonjour déjà, merci. Et se dire qu'en fait, ce qu'on écrit, on ne l'aurait pas dit à l'oral. C'est-à-dire que quand on travaillait dans les bureaux, qu'on prenait son téléphone, qu'on allait peut-être voir le collègue, et ben on aurait formulé la chose différemment. Et souvent, les emails deviennent très impersonnels et deviennent très agressifs parce qu'on est peut-être énervé sur le coup, ou peut-être qu'on est triste, ou qu'on veut aller vite. Et du coup, on ne fait pas attention aux tournures de phrases qu'on va utiliser. Et du coup, oui, le merci d'eux est très important. Donc là, je vous ai mis un peu la liste dans la communication non violente entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez. On a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et ça fait quand même très, très mal quand l'objectif, c'est de travailler tous ensemble. Et l'importance de la communication non violente dans ces cas-là, c'est de se dire, OK, il faut qu'on accepte, il faut qu'on comprenne qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, que en fonction de notre expérience, de notre éducation, de notre manière de gérer nos émotions, de notre culture aussi, il y a des choses qu'on va lire différemment et qu'on va interpréter différemment. Mais si on arrive du coup à se dire, OK, je vais essayer de me dire, OK, moi je l'ai perçu comme ça, mais comment l'autre l'a perçu, pourquoi la personne a dit ça,
ben, je vais essayer de travailler là-dessus et donc de prendre du recul et travailler aussi le lâcher prise pour se dire, OK, la prochaine fois, je vais mieux gérer mon émotion, c'est-à-dire que plutôt que d'écrire telle chose ou plutôt de recevoir la chose de cette manière, eh ben, je vais potentiellement aller dire à cette personne que le merci d'eux, je l'aime pas, ou que, sauf erreur de ma part, j'aime pas trop ce terme, ou je vais essayer de reformuler, de l'aider à reformuler. Donc, il y a plein de petites techniques pour arriver à mieux gérer la communication non violente. Et c'est toujours notamment partir des faits, c'est-à-dire qu'on va observer quelque chose, on va restituer un fait qui s'est passé, on va dire comment nous on l'a ressenti et on va interroger la personne, bon ben voilà, est-ce que tu pourrais ceci ou est-ce que tu pourrais cela, pour attendre une réponse de sa part pour vous permettre de mieux communiquer les uns avec les autres. Donc, toujours exprimer son besoin avec le je. Il n'y a pas de on ou de nous. Je sais pas, je prends l'exemple, vous êtes en réunion avec Mathieu, Mathieu arrête pas de vous couper la parole, ben on va éviter, Mathieu, tu fais chier, laisse-moi parler. Là, typiquement, on n'est pas dans une communication non violente. Et l'idée, ça va être plutôt de dire, on va énoncer l'observation. Mathieu, ça fait 3 fois que tu coupes la parole. Ok, c'est un fait. J'aimerais bien moi aussi parler. Je me sens un peu frustrée de ne pas pouvoir parler. C'est pas tu es chiant, c'est j'ai des choses à dire. Voilà comment moi je le ressens. Et derrière, c'est est-ce que tu pourrais me laisser 5 minutes, 10 minutes pour terminer mon propos et après, je te redonne la parole. Voilà, on cherche une solution, mais dès lors qu'on a accepté le jeu. Parce que si on dit Mathieu, t'es chiant, t'arrêtes pas de couper la parole, Mathieu va se sentir agressé. Et donc Mathieu, il va aller dans la surenchère de sa violence. Et du coup, on va pas arriver à un bon résultat. Il en existe 12 en tout des obstacles à la communication non violente. Je pourrais vous envoyer des liens vers des vidéos qui sont passionnantes sur le sujet. On les retrouve assez facilement sur YouTube sinon. Mais c'est effectivement l'ordre, je sais pas moi, votre manager qui vous dit va en formation, ça ne fait pas forcément très plaisir. Quand on va vous menacer, ne compte pas sur ton augmentation si tu ne vas pas en formation. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, c'est de la communication qui est violente et qui n'incite pas la personne à aller parce qu'on ne prend pas en considération ni le fait, ni le jeu, ni la reformulation. On le voit très souvent. Alors, il y en a qui peuvent se cumuler entre la critique et le jugement. Souvent, ça peut aller ensemble. Quelqu'un qui va critiquer votre comportement, qui va dire que vous avez un comportement désinvolte, que vous n'avez pas le sens des réalités et que vous avez encore oublié telle ou telle chose et que vous n'êtes vraiment pas sérieux, là, forcément, ça ne peut pas faire plaisir. On n'est pas dans la communication non violente, bien au contraire. Et toutes ces petites phrases des fois on utilise, que ce soit à l'oral, que ce soit en présentiel, en distanciel, en visio ou par email, beaucoup ça se passe maintenant par email, ou par des outils collaboratifs comme du Slack, du Discord, ce qu'on veut, des chats ou quoi que ce soit, on va écrire très vite et on va pas prendre le temps de poser les mots qu'on est en train d'écrire. Et ça peut créer beaucoup d'incompréhension dans les équipes. Et beaucoup de personnes qui vont se sentir du coup dans un malaise qui est assez important. Donc comme je vous disais, toujours exprimer le besoin avec le jeu, c'est vous qui parlez, partager des faits, observer, chercher à comprendre le besoin de l'autre et accepter que peut-être la personne va amener une solution qui n'est pas forcément la vôtre. Peut-être que Mathieu va absolument terminer son propos avant de vous laisser la parole. D'arriver à trouver un terrain d'entente, un compromis pour que la communication soit rétablie. Si ça vous dit, je vous partagerai j'enverrai à Alix des liens de vidéos ou de bouquins sur la communication non violente qui sont importants. Maintenir le lien social, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Créer un moment de convivialité avec les collègues, avec les partenaires aussi quand on est freelance. Il y avait une enquête de Malakoff Médéric qui expliquait qu'effectivement l'isolement et la perte du lien collectif faisait partie des craintes pour 54% des salariés. Et ça, c'est une enquête qu'ils ont fait en 2019. Ils en ont refait une en 2021. Est-ce que selon vous, ce chiffre a bougé et si oui, de combien? Est-ce qu'on a pris 2%? Est-ce qu'on a perdu 2%? Est-ce qu'on a pris 10%? Plus 20% pour Maï, 75% pour Jennifer, vous êtes optimiste.
Enfin non, ça veut dire que les gens sont encore plus craintifs. En fait, le chiffre a bougé à peine de 2%. Ils sont passés à 52% en 2021. Donc, ça reste toujours une personne sur deux, hein, donc ça reste quand même toujours important. Mais ça reste, ça n'a pas tant explosé que ça. Alors, je pense que quand ils vont la refaire peut-être en 2023 ou 2024, ça fera encore plus d'impact, hein, parce qu'on aura connu le télétravail sur du plus long terme. Peut-être que là, c'est encore un peu trop frais. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, l'isolement et la perte du lien collectif restent quand même quelque chose d'important. Donc là, l'idée, c'est, OK, comment on fait quand on travaille à distance avec ses collègues? Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces pour garder le lien avec vos collègues? Alors, Marie, on a vu qu'elle allait dans un cowork. Mais du coup, on s'interroge. Marie, elle arrive le matin dans son cowork. Elle s'installe sur sa place. Et du coup, à quel moment elle parle avec les gens? Eh oui. Mais en fait, du coup, avec les coworking, on crée une communauté ici. On est beaucoup d'indépendants et qu'on se retrouve le matin. Et moi, il s'avère que mon mari et son associé sont aussi dans le cowork. Donc, en fait, c'est un peu eux, ma team. Mais on finit par rencontrer tout le monde et on partage des cafés, des bonnes pratiques, même sur les indépendants. Donc on trouve toujours un moyen d'échanger. Donc, le partage de café, c'est plutôt pas mal, ça. Nous, on a eu une équipe convivialité dans ma boîte qui fait un travail fantastique, qui nous organise sur la pause déjeuner des caouts avec des questionnaires, qui prévoit pas mal de trucs pour que même chacun chez soi, on a un petit moment tous ensemble. Et j'avoue, c'est assez fantastique. Ils prennent sur leur temps à eux pour organiser tout ça aussi, hein, mais ça aide à garder, on est tous loin, mais on est quand même un peu tous ensemble et on peut rigoler et passer un bon moment, quoi. Et ça, c'est ultra important, parce que quand on se retrouve, on n'est pas obligé de parler du boulot, en fait. C'est ça aussi qui peut être intéressant quand on est en télétravail et qu'on arrive à se recréer des moments. En plus, avec Kahoot, on peut faire des petits challenges assez rigolos, on est tous un peu en compète, on veut tous être sur le podium à la fin. Donc voilà, c'est des jeux qui sont sympas à faire. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aborder d'autres sujets que le business, que le travail, et juste d'avoir un petit moment de détente et de retrouvailles tous ensemble. Donc, on peut avoir des pauses café. Je vais vous en partager. Il y en a peu, forcément, plein de bonnes pratiques. Ça peut être simplement se dire bonjour, hein, alors que ce soit via une messagerie instantanée. J'ai vu dans des entreprises avec des groupes WhatsApp où voilà, les équipes entre elles, dans un même service, partageaient un message. WhatsApp peut poser problème en tant que tel, parce qu'effectivement, c'était une entreprise où il y avait un côté sécurité qui était très important aussi. Le problème, c'est que WhatsApp, s'il y a des personnes qui écrivent en dehors des heures de travail, on reçoit une notif. C'est quand même un outil qui peut être utilisé à titre perso, et donc on n'a peut-être pas forcément envie soit de participer, soit de communiquer, soit de recevoir des notifs. Donc voir s'il n'y a pas un outil interne qui peut potentiellement le remplacer. Mais ça peut être ça. Ça peut être une petite messagerie, ça peut être le café contact dont parlait Marie, ça peut être aussi important. Des cafés virtuels, moi je sais qu'on a mis ça en place à un moment donné dans une entreprise où des personnes, on sentait qu'elles étaient un petit peu plus fragiles que d'autres. Eh bien, il y avait un tableau où les gens pouvaient s'inscrire pour aller faire un café virtuel. Alors, soit c'était avec une personne choisie, soit c'était un algorithme qui choisissait aléatoirement une personne de l'entreprise qui était dispo pour un café en visio. Mais du coup, on va dire que chaque semaine, on découvrait une nouvelle personne dans l'entreprise avec un petit jeu au hasard qui permettait de découvrir avec qui on allait prendre ce café, de pouvoir discuter, papoter, découvrir peut-être quelqu'un qui est sur un autre métier, un autre secteur, un autre pays. L'idée étant de pouvoir avoir ce petit côté de découverte un peu rigolo à faire. Ne pas avoir peur de déranger s'il y a une urgence, et donc dans ces cas-là, de prendre son téléphone. Ça aussi, c'est très important aussi quand on va discuter et échanger avec les gens. Partager un calendrier en indiquant le temps de convivialité disponible. Dans les services, quand vous travaillez dans un même service, vous pouvez vous partager sur votre calendrier et dire, voilà, tel jour, je suis disponible pour un café pour qui le souhaite. Tel jour, je suis disponible pour un déj avec une personne de l'équipe si elle le souhaite. Voilà, c'est aussi important de l'indiquer dans votre planning. Ça permet aussi à votre cerveau d'enregistrer le fait que vous êtes en pause et donc potentiellement de se déconnecter aussi plus facilement.
Ça va être de célébrer des histoires ensemble, hein. C'est la petite visio parce que vous avez tous réussi quelque chose, réussi un projet, décrocher un nouveau client. Voilà, c'est des choses qui vont être importantes. Proposer des icebreakers dans la semaine. Donc, on nous parlait effectivement du Kahoot, qui peut être très bien. Il en existe d'autres, j'essaierai de les partager aussi. Des déjeuners thématiques, on a notamment une start-up qui fait ça, c'est j'ai oublié son prénom, son nom, qui en fait, les équipes sont toutes en full remote et en fait, à l'époque, quand les équipes étaient en présentiel, ils avaient les déjeuners thématiques. Ils sont c'est une startup où il y a 7 à 8 nationalités différentes dans l'équipe. Et donc, l'idée, c'est de se dire, une fois par semaine, il y a un déjeuner thématique et on va découvrir ou parler dans une autre langue que la nôtre. Donc, ça peut être de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du russe, peu importe. Et une fois qu'ils sont passés en full remote, ils vont continuer à garder cette habitude, c'est-à-dire une fois par semaine, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve pour un déjeuner visio, chacun chez soi, et en fait, on va découvrir une culture, découvrir un pays, découvrir une langue. L'objectif, c'est qu'un des salariés met en avant son pays, sa langue, pour la faire découvrir aux autres, que ce soit simple en discussion ou à travers un jeu. Donc ça peut être aussi des petites choses qui peuvent être très, très intéressantes. Ça peut être aussi, alors on a vu aussi ça dans des entreprises qui de temps en temps proposaient de visiter des musées virtuellement avec ses équipes pour un peu juste décompresser tous ensemble après un gros rush au niveau travail. Se dire, tiens, cet après-midi, on va tous aller visiter un musée, mais comme vous êtes tous aux 4 coins de France, on va le faire de manière virtuelle et on peut aller plus loin avec des jeux aussi qui peuvent être inclus à l'intérieur. Donc, ça peut être aussi très sympa pour recréer du lien et faire en sorte que les gens discutent, échangent, se retrouvent, même avec le côté virtuel, tout en restant chez soi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Après, il y a les défis à la journée, à la semaine ou au mois. On va faire le défi du décor le plus original pour les calls en vidéo, de la équipe prise sur Zoom avec la photo la plus créative, le plus de kilomètres faits en marchant ou en courant si on souhaite soutenir une association. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être rigolotes. Nous, on avait la photo souvenir où en fait, une fois par mois, on partageait, on avait une personne de l'équipe qui récoltait une photo souvenir d'un voyage ou d'autre chose de chaque membre de l'équipe. Et en fait, il en faisait un pêle-mêle et ce pêle-mêle, il le partageait à la fin d'une vidéo. Et on devait tous essayer de trouver quel était le souvenir des uns et des autres. Et derrière, chacun, une fois qu'on avait trouvé que ça, c'était, je sais pas moi, la photo de Mathieu qui part à la montagne pour ses vacances, et Yves Mathieu nous parlait un petit peu du pourquoi cette photo, pourquoi c'est important pour lui, ce qui permettait de sortir du cadre classique et bureau pour apprendre à se découvrir et partager un moment aussi convivial. Ça, c'est des choses qui sont sympas. Alors, on l'a tous vu pendant la pandémie, le sport ensemble, les apéros ensemble, encore du sport et encore des apéros ensemble. Ça peut perdurer pour se motiver, pour s'entraîner, créer des petites teams comme ça. Vous avez plein d'applications qui permettent de se retrouver en équipe, de se motiver, de se challenger et que tout ce qui est fait au profit d'une association. Donc, ça peut être aussi intéressant de créer une cohésion dans une entreprise, même si les collaborateurs ne se voient pas, avec un objectif commun à la fin. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dedans que vous utilisez déjà ou que vous dites, tiens, ça c'est pas mal, j'ai bien envie de le tester? Nous, on a fait des cafés virtuels dans mon équipe. Moi, là, c'est un peu tombé à l'eau. Mais bon, on se retrouve aussi en présentiel un petit peu. On a fait dans ma start-up où j'étais avant la messagerie instantanée tous les matins. C'était un peu obligatoire. C'était un peu plus vu comme du contrôle. Du coup, ça dépend vraiment comment c'est présenté et travailler. Mais là, c'était clairement pour le contrôle. Donc, c'était moins intéressant. Ce que moi, j'ai bien aimé dans ma boîte actuelle, avec mon ancienne équipe, c'était le lundi matin, une pause café, démarrage de la semaine, plutôt pour se dire ce qu'on avait fait le week-end, voilà, le dernier film que vous aviez vu, la dernière expo, et un peu les gros projets de la semaine. C'est top, ça. Nickel.
je vais dire un truc, je l'ai oublié, enfin, ça reviendra. Mais c'était en lien avec les startups du côté flicage. Et c'est vrai que souvent, quand on propose ce genre de trucs, c'est effectivement plus vu comme du flicage, alors que ça pourrait être sympa. Non, il y avait une autre chose qu'à un moment donné, on avait mis en place chez un client, mais ça me reviendra. Ah si, c'était les escape games en ligne. C'est-à-dire de créer des petits jeux et d'inviter les équipes à faire une pause pendant 20 minutes, une demi-heure, et ensemble d'essayer de décrypter des indices qui amenaient à quelque chose. Alors, des escape games, on va dire simplifiés par rapport à ce qu'on peut faire quand on est déjà adepte d'escape games en vrai dans les salles, mais d'avoir voilà, un espace qui est digital où les personnes doivent aller je sais pas, sur une image, soulever une pierre, secouer un cocotier d'une image pour que quelque chose tombe, qui amène une clé, qui permette d'ouvrir un coffre. Et c'était le côté travail collaboratif tout en étant à distance qui était possible de faire. Donc, c'était des petites choses comme ça qui peuvent être sympas et qui permet aussi de se dire, tiens, on se retrouve tous en fin de journée à 17h30, on termine sur un petit jeu. Et c'est ce moment où, en fait, on est tous en train de décrocher du travail. Et après, on coupe et on passe à notre vie privée directement après. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place. Au quotidien, dans le télétravail, comment gérer votre journée et vos projets. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, forcément, on va commencer par ça, c'est-à-dire surcharger votre agenda et dire oui à toutes les demandes. On le sait que ça, c'est pas terrible. On a tous tendance, on l'a tous fait, de bien remplir plein de choses sur l'agenda, alors qu'en fait, on le sait qu'un agenda qui est trop... j'ai des gens, des fois, sur l'agenda de la journée, c'est de 9 à 10, je fais ça, puis de 10 à 11, je fais ça, puis de 11 à midi, je fais ça. Et en fait, souvent, je leur dis, mais t'arrives jamais de déborder. Elle me dit, si, à chaque fois, je suis obligée de tout décaler dans mon agenda, c'est un bordel. Mais en fait, ce que tu fais de 9 à 10, est-ce que c'est sûr que tu vas vraiment mettre 1 heure pour le faire, ou est-ce que potentiellement tu peux avoir une demi-heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être 45 minutes, ou est-ce que c'est 1h15, 1h20? Il me dit, ça, souvent, c'est 1h20. Je dis, dans ces cas-là, tu fais un planning de 2 heures. Et comme ça, tu as quand même un temps où tu peux être du off, où tu peux traiter peut-être des emails qui vont peut-être te prendre 15 minutes. Si vraiment tu le fais en 1h20 plutôt que 2 heures, et tu sais que tu as 15 minutes, soit de faire une pause, traiter 2-3 emails, appeler quelqu'un. Et comme ça, tu as ton planning qui est un peu plus respecté. Procrastiner, toujours tout remettre au lendemain. On a tous eu dans notre liste, moi la première, quand on fait notre to-do, moi je suis très to-do en plus, en mode j'écris, et puis j'aime rayer quand c'est fait. Il y a toujours un élément qui, jour après jour, on le rebascule dans la to-do du lendemain, qui est rebasculé dans la to-do du lendemain. Et à la fin de la semaine, voire à la fin du mois, on dit celui-là va peut-être quand même falloir que je le fasse à un moment donné, et du coup, il devient vraiment prioritaire et urgent. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je peux faire pour réduire ça? Alors, l'idée, ça va être d'avoir une to-do qui va être limitée. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, dans ma journée, je vais peut-être me mettre que 3 choses ou 5 choses dans ma to-do. Je m'interdis d'en mettre plus. Si ça dépasse les 5, ça sera dans ma to-do du lendemain. Si je ne peux pas attendre le lendemain pour le faire, ça veut dire que je dois enlever quelque chose qui est dans ma to-do du jour pour le redécaler au lendemain. Et se dire, je ne dois faire que ces 3 ou 5 trucs-là. Et une fois que ces 3 ou 5 choses-là sont faites dans ma to-do, potentiellement, je peux aller grignoter des to-do du lendemain ou du surlendemain pour essayer de gagner du temps. Si je veux, je peux. Mais en tout cas, c'est s'astreindre à ne pas remplir la feuille de to-do qu'on n'arriverait pas à respecter et se dire, OK, j'en mets 5, j'en mets pas plus. Si j'arrive à en faire plus, c'est cool, mais au départ, j'en prévois que 5. Le multitâche. Le multitâche ne fonctionne pas. Le truc où on dit ouais, je suis capable de faire plusieurs choses à la fois, c'est pas vrai. Le cerveau ne peut pas le faire plusieurs choses à la fois, on va pas le faire correctement. Donc l'idée, c'est de dire ok, je vais bien le faire pendant 10 minutes. Et du coup, 10 minutes après, je peux faire autre chose. Une des techniques, c'est la technique Pomodoro qui permet de faire quelque chose pendant 25 minutes, de s'accorder 5 minutes de pause et de repartir sur autre chose pendant 25 minutes. Si vous êtes plutôt dire, si moi j'aime bien faire plusieurs choses, être au téléphone, envoyer un email et checker la compta en même temps, il y a forcément un des 3 trucs à un moment donné qui ne sera pas super bien fait. Donc l'idée, c'est de dire, ok, j'appelle quelqu'un, j'ai 25 minutes, je me fais 5 minutes de pause. Ok, je check mes emails, ça me dure 25 minutes, après je me fais 5 minutes de pause. Ok, je fais ma compta, ça dure 25 minutes et après je fais 5 minutes de pause. Donc ça, ce sera beaucoup plus pertinent et ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Donc attention aux multitâches à éviter absolument. Ne pas prendre de pause, j'en ai déjà parlé, c'est pas bon non plus parce qu'à un moment donné, vous allez fatiguer votre cerveau a besoin d'être oxygéné. Donc, c'est aussi important d'aller prendre l'air, d'aller changer un peu de point de vue et de source d'inspiration à gauche et à droite,
C'est aussi d'éviter des maux de dos, des maux de tête en ouvrant les fenêtres quand vous êtes chez vous, en allant sur votre terrasse, en allant dans votre jardin, en bougeant. Tout ça, c'est important. Laisser la porte ouverte aux distractions. Effectivement, on va essayer de travailler dans la cuisine ou dans le salon parce qu'entre le frigo et la télé, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour rester concentré. Donc, c'est essayer d'avoir un espace qui est dédié. J'avais une maman en formation qui me disait, moi, c'est simple, mon bureau est dans la chambre de mon fils. Et je dis, mais du coup, quand ton fils il rentre de l'école, il a interdiction d'aller dans sa chambre tant que j'ai pas fini de travailler. Je dis, du coup, pour lui, c'est pas pratique, il ne peut pas aller dans sa chambre. Donc voilà, c'était pas le meilleur endroit pour le bureau, mais c'était pour elle le seul moment où elle pouvait vraiment travailler en étant concentrée et pas être distraite par autre chose. Changer le rythme de télétravail, se dire c'est bon, je peux de temps en temps faire des choses différentes, je peux avoir des journées un peu plus cool. Attention, on a besoin de cadre et on a besoin de routine pour être efficace. Donc si quand vous êtes en télétravail, vous avez une routine bien différente que quand vous êtes au bureau, ça peut être aussi intéressant. Faire des journées trop longues, ça sert à rien non plus, parce qu'à un moment donné, on va craquer, on va être fatigué. Et donc, on n'est pas efficace quand on fait des journées très longues, on le fait tous. Et tout vouloir faire soi-même, c'est aussi important de pouvoir lâcher et d'apprendre à déléguer. On ne peut pas être bon dans tout. Donc, de temps en temps, il faut apprendre à se dire, ça, je ne sais pas faire et ça, je vais demander à quelqu'un. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est on peut avoir une to-do et on va définir des priorités. Vous avez, il y a différentes choses. Vous savez, la fameuse liste avec ce qui est urgent mais pas important, ce qui est urgent et important, ce qui est pas urgent ni important, ni urgent ni important. Donc, ça peut vous aider aussi à structurer et à organiser votre journée. Et pareil avec un effort faible pour un gain important ou un effort important pour un gain important. Ça peut voir en fonction de votre cycle aussi, j'ai envie de dire hormonal, mais aussi de votre corps. Après déjeuner, souvent on capote un petit peu, on a envie d'aller faire une petite sieste. C'est pas à ce moment-là qu'on va faire quelque chose qui va nous demander un effort important et qui va être ultra important. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui me demande un effort assez faible? Peut-être que lire ses emails ou faire un peu de veille, ça nous demande un effort qui est assez faible. Et ça, je sais qu'à 14h, de 14 à 15, souvent, je peux le faire parce que c'est là où je suis un peu moins bien réveillée. Et c'est se dire, en fonction aussi de mon cycle et de comment je suis, est-ce que je suis du matin, de l'après-midi ou quoi que ce soit, je vais organiser ma journée aussi en fonction de ça. Ça doit pouvoir vous aider aussi. Planifier les tâches, donc le calendrier partagé pour planifier vos réunions, vos moments de pause, ce genre de choses, c'est ultra important. Et je vous avais parlé de la méthode Pomodoro, vous avez aussi la méthode GTD ou la méthode NERAC, alors GTD pour Getting Things Done. Et l'idée, c'est de se dire, je vais voir dans ma to-do tout ce qui est à faire. Qu'est-ce qui est important? Je vais aussi le structurer en fonction de ça. Je vais me réserver dans mon planning, comme je disais tout à l'heure, des créneaux avec des moments d'imprévu, parce que peut-être que ça va me prendre plus de temps. Je vais arbitrer pour savoir, la lecture des emails, ça me prend 15 minutes. Ça, c'est quelque chose que je peux faire tous les matins au moment où je prends mon café. Je sais que je démarre ma journée tranquillement en lisant mes emails, soit 15. Du coup, je crois que j'ai mes écouteurs qui viennent de me lâcher. Tout va bien. Ils n'ont pas tenu. Je veux juste m'assurer que vous m'entendiez toujours correctement. Oui, c'est bon. Ok, cool. Je vais les remettre en charge. Ils n'ont pas aimé entre le live sur LinkedIn ce matin et le webinaire là. 3 heures de direct, ils n'ont pas aimé. Donc, je monte le son. D'arbitrer dans ce qui est important et se dire, si c'est traiter les emails au café le matin, ça c'est pratique. Et après, de se dire, si c'est pas quelque chose que je fais tout de suite, à quel moment je peux le faire? Est-ce que c'est moi qui dois le faire? Est-ce que je peux le demander à quelqu'un d'autre? Et est-ce que je suis capable de le faire dans la journée ou demain, après-demain ou pas? Donc ça, c'est des petites techniques qui peuvent vous aider à vous organiser pour savoir, parce que quand on reçoit une demande d'un collègue, d'un client, d'un manager, c'est toujours urgent, c'est toujours à faire tout de suite, mais vous avez tous des choses à faire qui sont urgentes et importantes. Et donc, c'est comment j'arrive à les structurer, à les organiser, comment j'arrive à garder le lead sur ce genre de choses. Donc, établir des to-do, on l'a vu, définir les priorités, planifier vos tâches, respecter votre planning, indiquer à vos collègues lorsque vous n'êtes pas disponible, d'où l'importance du planning partagé, où les gens savent que ça ne sert à rien de vous appeler, vous n'allez pas décrocher. Et manager des temps de pause, je vous le dis encore et encore, c'est ultra important. C'était l'Institut national de recherche et de sécurité
qui préconise 5 minutes de pause par heure ou 15 minutes toutes les 2 heures, selon l'intensité forcément de l'activité qui va être réalisée. Parce que les coupures, elles vont vraiment vous permettre de rester concentré sur la durée, de prendre du recul sur la tâche que vous venez de faire, et ça va vous aider aussi de rythmer un peu votre journée. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces petites pauses. C'est pour ça que moi, la méthode Pomodoro, j'aime assez bien, c'est assez efficace. Et si jamais vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas grave. On identifie ce qu'on a le temps de faire ou pas de faire. L'idée, c'est de hiérarchiser, de déléguer et d'ajuster s'il y a besoin. Il y a toujours des choses qui peuvent être faites au lendemain. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le petit bonus, le petit Passion Télétravail. Sur le site passiontélétravail.fr, vous avez des petits exercices, je vais vous le mettre dans le chat. C'est des étirements que vous pouvez faire quand vous êtes chez vous et qui vous permettent justement d'aller mieux. Hop, je vous le mets dans le chat, comme ça vous les avez. Ça peut être des exercices qui peuvent servir de routine. La routine du matin, la routine du soir, pour justement arriver à vous déconnecter. C'est-à-dire, tiens, en fin de journée, je me fais mes petits exercices d'étirement, cou, nuque, bras, jambes, ce qu'on veut. Et je sais qu'après ça, ma journée est terminée. Ça peut être des petits exercices assez pratiques à mettre en place. Pour cadrer les réunions en visio, il existe plein de petites choses. On a notamment le côté, alors on verra après le côté icebreaker. On a le fait de limiter dans le temps. Parce qu'on passe tous beaucoup de temps à faire des visios à gauche à droite. Donc, c'est les limiter dans le temps. J'avais une personne qui me disait, c'est simple, moi j'utilise le Zoom gratuit. Du coup, à 40 minutes, mes réunions, elles s'arrêtent. Et ça oblige les gens à se structurer, à s'organiser en disant, c'est simple, soit on est efficace en 40 minutes, soit on ne l'est pas, et on doit reprogrammer une réunion, mais en tout cas, ça ne dépassera pas les 40 minutes de réunion. Je trouvais l'idée plutôt intéressante, en disant, OK, on essaye vraiment de s'organiser pour être bon. De les espacer, c'est-à-dire qu'entre 2 réunions Zoom ou entre 2 réunions Teams, peu importe, prenez une pause, encore et toujours. Vous ne pouvez pas enchaîner réunion sur réunion, vous ne pouvez pas être efficace. Éteindre ou allumer la caméra, j'ai envie de dire, après c'est un choix personnel et c'est vrai que ce n'est pas toujours apprécié. Quand on est en formation ou quoi que ce soit et que tout le monde a sa caméra éteinte, c'est jamais évident. Mais après, je peux comprendre aussi qu'en fonction de la situation, d'avoir toujours la caméra qui est allumée, ça demande beaucoup plus de vigilance. Tout le monde fait attention à sa posture, à son comportement, à sa tenue. Et souvent, on est plus attentif à la caméra que attentif à ce que la personne dit. Donc voilà, la caméra éteinte, ça peut faire partie aussi de réunions qui sont définies caméra éteinte. Nous, je sais qu'on le fait de temps en temps avec les équipes où c'est OK, on fait une réunion tel jour à telle heure, caméra éteinte, c'est juste du vocal. Et ça suffit largement, on ne fait pas attention à comment tu es habillé, tu es en pyjama, dis donc, c'est pas terrible. Non, on est là parce que le sujet est intéressant ou qu'on a envie de se divertir sans se prendre la tête sur comment on est habillé. Donc vous pouvez aussi mettre en place ce genre de réunion en disant, OK, là c'est une réunion, mais caméra éteinte, par exemple, ça peut être ça. S'accorder aussi sur ce qui va être dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est aussi ultra important d'avoir le menu, le programme de ce qui va être dit pendant la réunion. Vous ne pouvez pas arriver à une réunion sans savoir quel est le sujet. C'est impossible. S'équiper, bon, ça, on est tous d'accord. Engager, on peut faire des jeux aujourd'hui pour que ce soit du Kahoot, que ce soit du Geniali, que ce soit du Kahoot, du Klaxoon. Voilà, il existe plein de choses qu'on peut faire pour gamifier un petit peu les réunions. Le savoir-être, c'est dire bonjour, remercier, dire au revoir, sourire, des choses qui sont évidentes, mais qui font quand même toujours plaisir. On peut faire des visios et terminer sur quelque chose d'un peu fun, le côté détente, avec des jeux justement un peu icebreaker en fin de visio. Et le fait de partager un compte-rendu, moi, c'est quelque chose qu'on a mis en place, le fait que le compte-rendu est rédigé pendant la réunion. C'est-à-dire qu'on se partage un écran ensemble, que ce soit sur Mural ou autre chose, et on va, pendant que chacun à notre tour, on va présenter nos projets ou là où on en est, nos difficultés ou autres, et à côté, chacun va aussi indiquer dans le compte-rendu en direct ce qu'il est en train de dire ou les éléments essentiels de ce qu'il est en train de dire, ou quelqu'un d'autre prend des notes. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la réunion,
le compte-rendu, il est déjà rédigé. Donc, il n'y a pas de temps de perdu à refaire un compte-rendu. Parce que s'il y a des personnes qui étaient absentes pendant la réunion, elles auront accès tout de suite au compte-rendu. Donc, ça peut être aussi facile pour transmettre des informations et pour faire en sorte que tout le monde soit concentré à l'idée de faire le compte-rendu ensemble à l'instant T pendant la réunion. Nous, c'est des petites choses qu'on met en place. Et ce qui permet d'avoir des comptes rendus aussi qui sont brefs, juste en mode bullet point pour aller au plus vite. Les côtés icebreaker, alors il en existe plein. Vous avez la météo souvent où on vous demande comment ça va, que ce soit en début ou en fin de formation. Le fait de partager tous un petit gif du jour. Nous souvent, ça on le fait quand on est sur Slack, quand on demande aux équipes comment ça va. L'idée c'est que chacun partage un gif pour partager un peu son humeur. Donc voilà, chacun choisit un titre de film qui repense à l'humeur du jour. Il peut y avoir plein de choses qui peut être juste un petit message, une petite image, une petite vidéo ou quoi que ce soit, qui permet de garder le lien avec les gens, de garder ce fameux lien social, d'interagir les uns avec les autres et de créer aussi cette petite routine en disant tiens, c'est cool, le lundi matin, on a juste une petite image à partager ou partager un titre de film. Ça peut être aussi l'occasion de découvrir des films qu'on ne connaîtrait pas. Donc, c'est comment on peut aussi animer cette communauté de collaborateurs. Ça peut être intéressant. On a aussi le côté portrait chinois, où on apprend à se connaître les uns les autres. Le à qui appartient, nous, c'est ce qu'on fait avec les images, où on fait un pêle-mêle avec des photos et chacun doit retrouver à qui appartient cet objet ou cette image. Et derrière, on en parle. Si on est tous en full remote aux quatre coins de la Terre, vous pouvez partager une carte où chacun indique où il est, dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle région. Et c'est aussi l'idée de partager quelque chose. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour apprendre à connaître les personnes qui sont dans l'équipe. Quand demain, vous allez devoir onboarder, intégrer des nouveaux collaborateurs, ça peut aussi passer par là pour les aider à mieux découvrir un peu les personnes qu'ils ont dans les équipes ou les personnes de support. Et puis il y a le côté où on lâche du lest, on va un peu s'amuser tous ensemble. Donc il y a les énigmes qu'on peut faire ensemble. Vous avez le décor du jour. Si on a envie de tous se détendre, on va par exemple partager un arrière-plan assez rigolo, histoire un peu de s'amuser. On peut faire des concours de l'arrière-plan le plus fun. Moi je sais qu'on s'était amusé à faire ça à un moment donné et on offrait un apéro à celui qui avait l'arrière-plan le plus fun. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui permettent d'amuser les gens, qui ne demandent pas beaucoup de temps, qui ne demandent pas beaucoup d'argent et qui permettent justement de découvrir des choses, que ce soit découvrir des personnes, les mettre à l'aise et de pouvoir échanger facilement. Est-ce que ça va jusque-là? Il est déjà 14 heures. J'ai traîné. Dissocier travail et vie privée. Deux choses qui sont importantes, le dissocier physiquement et mentalement. Physiquement, je vous recommanderais toujours d'avoir un endroit qui va être propre à votre travail quand vous êtes en télétravail. Alors, comme le fait Marie, le coworking peut être une idée. Il y a du co-living aussi qui se fait pour permettre aux gens d'aller chez d'autres personnes aussi et partager un espace commun. C'est important. Si vous êtes de chez vous, essayez de vous trouver un petit espace pour essayer de l'aménager en mode bureau et que vous n'ayez pas les contraintes d'avoir tous les trucs à portée de main qui pourraient vous déconcentrer de votre journée de travail. Donc ça aussi, c'est important d'avoir une autre vision. Moi, je sais que j'aime bien quand mon bureau donne sur une fenêtre pour voir l'extérieur, parce que je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus inspirant. Mon bureau face à un mur, je peux pas, quoi. Donc voilà, vous pouvez mettre des cadres photos, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir un espace de bureau comme si vous étiez au bureau qui vous permet de personnaliser. Mentalement, donc on parlait des horaires, on parlait des distractions à éviter, on parlait de la routine à avoir le matin, d'organiser le premier rendez-vous café visio avec les copains ou quoi que ce soit, et les fameuses pauses. C'est aussi important, c'est-à-dire que on est tous tentés d'aller lancer une machine quand on est à la maison, sauf qu'après on fait ça, puis après on fait autre chose, et puis après on fait encore autre chose, et on en oublie de rester sur nos tâches bureau. Et donc ça, l'idée, c'est de se dire, non, quand je suis au bureau, oui, le bureau est à la maison, mais c'est pas pour autant que je vais
faire 10 milliards de choses, alors qu'en fait, je suis censée quand même travailler. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et même quand on se dit, tiens, on se fait quelques petites... même quand même quand on doit arriver à jongler entre tout ça. Je vois tout le monde, il y en a plein qui ont dû partir. Je suis désolée, c'est vrai que c'est moi qui ai duré plus longtemps que prévu. Je suis très bavarde sur ce sujet de télétravail. Du coup, il reste Marie et Frédéric avec moi qui ne lâchent rien. Est-ce que Marie, tu as encore 5-10 minutes à m'accorder ou pas? Ouais, 5 max. Je prolonge un peu, mais après, ouais, désolée. Allez, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Il ne reste pas grand-chose. C'est comment on arrive à se déconnecter le soir quand on veut justement ne plus parler boulot. Et après, vous aurez tous le droit de vous déconnecter. Première, bon, c'est un peu la blague, on observe son chat. Selon la tête de son chat, il est temps d'aller faire autre chose. C'est aussi se déculpabiliser si on n'a pas le temps de tout faire. C'est aussi important de se dire, ok, j'ai pas eu le temps de faire telle action, je la reporte à demain. Ça peut être de programmer une séance de sport. Ça peut être de se dire, tiens, je sais qu'à 19h, je démarre mon sport, donc de toute manière, je dois arrêter de travailler. Ça peut être se dire, tiens, là, pendant une demi-heure, j'écoute un podcast et c'est ce qui me permet de me déconnecter du travail. Ça peut être de faire les points aussi sur une tâche accomplie. Donc, c'est le bilan de sa journée. Et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et une fois que j'ai préparé mon planning à la rigueur du lendemain, hop, je ferme mon cahier et je passe à autre chose. Ma journée est terminée. Ça peut être d'aller marcher pendant 30 minutes, de décharger ses émotions aussi de la journée, ce qui permet de ne pas revenir avec ses émotions dans le cocon familial. Si je me suis énervée contre un collègue, je ne m'énerverai pas après mon mari. C'est ça aussi l'idée de décharger les émotions. De prendre 30 minutes pour soi, c'est aussi très important de lire un livre, de lire un magazine, de se détendre, de réduire son stress, se dire, ok, ma journée de travail est terminée, comment je fais pour me détendre? Moi, typiquement, je vais dans mon jardin pendant une demi-heure si je veux me détendre. Téléphoner à des amis pour prendre des nouvelles, c'est quelqu'un qui m'avait partagé le truc. Lui, quand il termine sa journée de boulot, il appelle alors chaque jour un ami différent. Et l'idée, c'est de dire, quand j'appelle quelqu'un, je sais que ma journée est terminée et je m'arrête là. Organiser et ranger son bureau, je vous disais d'avoir un espace qui est dédié. Et quand la journée est terminée, je ferme l'ordinateur, je le range dans le tiroir et hop, tout est rangé, mon bureau est clean. C'est aussi important d'arriver comme ça à arriver à vous déconnecter. Et avec ça, tada, normalement, vous êtes un peu plus à l'aise en télétravail. Puis comme ça, je vous mets la chanson aussi dans la tête pour toute l'après-midi. Ce sera très intéressant. Comment ça va du coup pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout? Non, c'était super intéressant, Amélie. Moi, j'ai pris pas mal de notes et ça servira l'accompagnement que je peux apporter aux entreprises parce que ça m'arrive aussi d'organiser des ateliers de travail sur des chartes de télétravail. Et du coup, ça me nourrit bien. C'est top. Moi, j'ai pas de souci à le gérer. Je bosse un peu à la maison et un peu ici, donc je suis super équilibrée sur ça. Mais en revanche, pour conseiller les clients que j'accompagne, c'est super précieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. De toute manière, il y aura le replay. Donc, s'il y a besoin de reprendre des notes ou si tu as besoin de références ou de quoi que ce soit, pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Ouais. Je partage les trucs sans souci. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci. Et est-ce que Frédéric est toujours parmi nous? Oui, en fait, il ne faut pas que je tarde. Alors, j'avais fait un petit message. Merci. Merci à tous. Et moi, j'ai juste un petit partage d'expérience. Donc, du coup, je fais très court. Je suis en télétravail depuis 15 ans. Je suis salarié. Donc, j'étais un des premiers télétravailleurs dans mon entreprise parce que la boîte est à Lille. Et en fait, moi, je suis tout simplement à Paris. Et je suis revenu m'installer à Paris. Et donc, je suis un grand fan et défendeur du télétravail. Je suis désolé, on ne voit pas ma caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une ombre, mais bon. Et je suis un grand défendeur du télétravail. Et il se trouve que quelques années après que j'ai démarré mon télétravail, un de mes collaborateurs dont j'étais responsable m'a demandé de faire du télétravail. Et pour certaines raisons concrètes, je n'avais pas envie de lui accorder le télétravail. Sauf que j'étais pas en position de lui dire non, puisque moi-même, j'y étais. Et donc, petit conseil d'expérience. Donc, en tant que manager, j'ai réfléchi parce que l'entreprise n'était pas du tout. C'est une entreprise archaïque au sens, hors de question. Les gens, ils ne vont rien foutre chez eux, etc. Et donc, j'ai bien réfléchi au sujet. Et 2 jours après, je suis revenu avec lui avec les 3 conditions pour lui accorder le télétravail, qui étaient 1, il faut que tu aies un truc dans ta vie personnelle qui le justifie.
Et en l'occurrence, il habitait à 15 minutes du boulot, il voulait s'installer avec sa petite amie qui habitait à 1h15. Donc, il y avait une justification privée. Alors, dans l'entreprise, le respect de la vie privée, c'était quelque chose d'important. 2, ton métier te permet de faire du télétravail. Et c'était le cas. Et 3, il y a un niveau de confiance qui s'est installé entre nous. Tu es quelqu'un d'impliqué dans ton boulot, etc. Et c'est là où ça pêchait, parce que c'est quelqu'un qui était cadre. Et tous les jours à 17h, et pas 17h01, il quittait l'entreprise. Et je me disais, est-ce qu'il a bien fini son boulot, ce gars-là? Donc, en termes d'implication, c'était un peu moyen. Et pour terminer, donc il y avait 2,5 conditions qui étaient remplies. Et puis, pour terminer, je lui ai donné un accord de principe, mais avec une période d'essai de 3 mois. Voilà ce que j'avais fait à l'époque. Et ça a été dupliqué ensuite dans mon entreprise. Alors maintenant, avec le Covid, tout a explosé, et tant mieux. Mais c'est les règles que j'avais mises en place pour… voilà. Après, je rebondis sur le dernier élément, le côté implication, j'ai envie de dire, ou confiance, parce que ce n'est pas parce qu'il partait à 17h du bureau qu'il ne faisait pas son taf. Exactement. Alors, tu as tout à fait raison. Mais en fait, tu as tout à fait raison. Mais ceci, en l'occurrence, c'était quand même le symptôme d'une implication qui était pas autant que ce que j'attendais de lui et ce que l'entreprise attendait de lui. Sans demander aux gens de travailler la nuit, ce n'est pas du tout ça, mais il était impliqué à 60-70%. Voilà. Et c'est vrai que nous, de nos cadres, on attend 90-100%, mais dans les cadres, dans un cadre de travail avec la déconnexion, etc. Voilà. Donc, du coup, il y avait un petit… et le 17h était très symptomatique de ça, en fait. Oui, donc en fait, c'est au-delà de l'implication, c'est le résultat qui n'était pas forcément là sur les missions qu'on lui demandait. Je pense qu'il aurait pu avoir de meilleurs résultats. Et donc, sur ce 3e critère de télétravail, il était un peu juste, en fait. Il était un peu juste. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus, pour ça que je dis, c'est pas de l'implication. Pour le coup, c'est vraiment le résultat. Oui, bien sûr. Bien sûr. OK, top. Bah, merci. Je vous en prie. Merci à tous. Je ne vous retiens pas. Je sais que vous avez tous un agenda chargé, que j'ai débordé, que j'ai été trop gourmande sur le sujet. Très bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.